Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le Bocal Local. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h30 aujourd'hui en raison du débat des élections régionales que vous avez pu effectivement regarder sur LMTV. Débat d'entre-deux tours. Le prochain vote, ce sera donc le 13 décembre prochain. Au sommaire de cette émission, nous allons parler de théâtre avec la Nichen Compagnie ainsi que la compagnie Les Uns ou les Autres qui propose pour la Nichen Compagnie Characonte Blanche-Neige, pour Les Uns ou les Autres le Manche-Disque. On parlera également d'une initiative organisé par le Silo, enfin pas forcément par le Silo, mais c'est au Silo que ça se déroule. Ça s'appelle le Loudoum d'Arrêt. C'est un concours de développement de jeux vidéo en 72 heures. Sylvain Armand nous en parlera d'ici quelques minutes. En deuxième partie, nous recevrons la comédienne Margot Charon qui joue aux côtés de Michel Buquet dans La Vénus au miroir, un film qui sera diffusé dimanche soir sur France 2. On parlera également des autres projets d'ailleurs de Margot Charon et on terminera avec une interview de Cyril Pedrosa, auteur de bande dessinée et qui vient de sortir peut-être la meilleure des bandes dessinées, en tout cas en ce qui me concerne, de l'année 2015, qui s'intitule Les Équinoxes aux éditions Air Libre. Et puis Matt sera là pour sa sélection comics. Place tout de suite au théâtre. Imen Seba, bonsoir. Bonsoir. Pour la Nichen Compagnie, et vous proposez à la Chapelle de l'Oratoire le 12 décembre prochain Characonte Blanche-Neige. Tout à fait. On va parler avec vous de cette pièce d'ici quelques instants, puisqu'elle a évolué d'ailleurs cette pièce. Oui. Chantal est mariée, bonsoir. Bonsoir. Et Philippe Bouzeau, bonsoir. Bonsoir. La compagnie Les Uns ou les Autres. Le Manche-Disque que vous présenterez le 11 et 12 décembre, ce sera à Ève, au Grand Atelier, la salle de spectacle de l'Université du Maine. Un texte de Frédéric Dubost, dont vous êtes le metteur en scène, Philippe. C'est cela. Bon, parfait. Jusque-là, je ne me suis pas trompé. Absolument. Sylvain Armange, bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie des organisateurs du Loudoum d'Arrêt, qui se tiendra au Silo du 11 au 14 décembre prochain. C'est ça. J'ai parlé de concours de développement de jeux vidéo. Est-ce que ça correspond à cet événement ? Oui, c'est ça, ouais. C'est une compétition de création de jeux en temps limité, ouais. Voilà, avec des développeurs, avec des graphistes, avec des vidéastes et notamment des musiciens. On en parle avec vous dans un instant. Imen Characonte Blanche-Neige à la Chapelle de l'Oratoire le 12 décembre prochain. Je disais que cette pièce de théâtre a évolué parce qu'elle s'appelait Characonte le printemps de Blanche-Neige. Oui. C'était au départ plusieurs contes ? Non, au début, oui, Characonte, c'était plusieurs contes mis bout à bout qui faisaient 45 minutes. Et en fait, selon les structures où on évoluait, on demandait à rencontrer en fait les personnes dans les lieux pour comprendre quelles étaient leurs pédagogies et réaliser un écho plus ou moins proche de ce qu'ils attendaient, de ce qu'ils voulaient défendre. Et c'est ce format qui a évolué et au fur et à mesure du temps qu'il évoluait, on s'est rendu compte qu'un format, j'allais dire plus homogène, permettait de rencontrer le public dans un discours plus particulier. Donc il est arrivé le cadre de Characonte, le printemps de Blanche-Neige, qui a été initié par Blandine de Lény-en-Blain, qui, elle, depuis un moment, s'intéresse à la notion de parentalité et comment amener dans les structures culturelles des projets artistiques qui pourraient faire le pont, le lien entre les parents et les enfants en dehors de la sphère scolaire ou familiale. Alors le conte, évidemment, on imagine que ça va bien justement avec ce lien de parentalité. Vous êtes avec Yannick Lefebvre, qui a travaillé d'ailleurs avec vous, qui est accompagnateur sur... Oui, Yannick Lefebvre, maintenant, ça fait un moment que déjà la ville du Mans connaît Yannick Lefebvre. Yannick Lefebvre connaît la ville du Mans, je pense. Et maintenant, il est un ami fidèle et un accompagnateur solide pour la compagnie Nichen depuis 4-5 ans. Je travaille avec lui. Bon, pour moi, c'est un accident heureux. On s'est rencontrés à des occasions où je jouais. En fait, il est venu me rencontrer pour me dire qu'il avait envie, d'une certaine manière, de passer le flambeau et de donner la richesse qui avait été la sienne en expérience dans le conte, parce que c'est une structure qui est très particulière. Qu'est-ce qu'elle a de particulière, le conte, par rapport, on va dire, à une pièce de théâtre dite classique Alors, c'est d'abord une atmosphère, je pense, qui se dégage, parce que les personnages sont construits, selon moi, avec peut-être plus de profondeur, qui sont très difficiles à singer ou à composer. Ça demande une nourriture, j'allais dire, plus émotionnelle, et du coup, de créer une matière qui va être le seul vecteur vibrant qui passe la rampe et s'adresse au spectateur. Vous êtes seul en scène ? Oui, là, je suis seule en scène. Je suis accompagnée par Nicolas Salard, qui s'occupe en fait de la partie musicale. Mais je suis accompagnée je disais, dans le dialogue de la création artistique avec Yannick Lefebvre. Sur scène, je suis seule à interpréter le conte. Et c'est peut-être ça aussi qui donne, je sais pas, le côté peut-être plus intimiste, plus émotionnel au conte.
Pas forcément, intimiste, peut-être émotionnel. pas, Alors émotionnel, je dis ça parce que c'est la matière, je pense, du conte. Voilà, moi, qui peut être repris par exemple même dans la sphère théâtrale. Prenez Les Bonnes de Jean Genet qu'on va jouer bientôt. C'est une structure dite du conte, parce que en fait c'est plus une histoire de matière qu'on utilise et puis de ce qui peut s'en dégager. Et pour la structure en elle-même, c'est davantage l'histoire du personnage principal qui nécessite de quitter la sphère parentale pour arriver au milieu de nulle part, pour ensuite rencontrer l'amour. Ça, c'est la structure du conte. Et elle est très utile pour parler de toutes sortes d'accidents de la vie. Alors ces contes, est-ce que ce sont des créations pures de votre imagination, Imen, ou alors ce sont des contes qui existent déjà, que vous avez décidé d'adapter, de réadapter pour créer ce spectacle? C'est une très bonne question, parce que ça dépend des fois. En fait, parfois on a cette matière qui est là, on l'imagine, donc on a à l'écrire, et ça va assez vite. Et puis à certains moments, c'est une panne d'écriture, mais pas une panne d'inspiration, qui nécessite d'aller chercher des choses déjà existantes. Et en fait, les frères Grimm sont une matière quasi inépuisable pour le conte. Sur le texte de présentation que l'on peut trouver de Characonte Blanche-Neige, on a le conte et la parentalité. Ces deux mots résonnent comme le début d'une histoire sans fin. Où trouver une définition exacte et définitive devient un art. En quoi le conte et la parentalité, ça résonne comme le début d'une histoire sans fin? Parce qu'en fait, à chaque fois, je ne sais pas comment ça arrive, mais quand je m'intéresse à une notion, en tout cas ces deux-là me semblaient infinies, et elles posaient gravement problème au travers des textes théoriques que j'ai trouvés, où je suis allée chercher en fait une définition. Plus j'en cherchais, plus j'avais de réponses différentes, et là je me rendais bien compte, il fallait admettre que je m'étais attaquée à des gros morceaux qui sont celui du conte et de la parentalité. Donc d'abord il fallait admettre ça, et ensuite, heureusement, voilà, Yannick était venu avec un éclairage quand même assez pointilleux et sophistiqué qui me permettait d'avoir un cadre dans lequel construire plus librement, parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir autant de possibilités quand on crée. Alors c'est un spectacle familial, on vient avec ses enfants voir Characonte Blanche-Neige? Oui, voilà, moi c'est vrai que c'est une question qui est souvent posée à juste titre pour les conteurs et le conte en particulier, de dire est-ce que c'est pour les enfants, est-ce que c'est pour les adultes? Un peu comme, j'allais dire, c'est pas une très bonne analogie, mais c'est comme le chocolat de dire qu'on ne mange qu'à Noël. Vous voyez, pour moi le conte, c'est pas spécifique pour les enfants. Je pense que ça peut parler ou pas. Mais si vous interrogez la parentalité dans les contes que vous allez, dans le conte que vous allez proposer, ça veut dire qu'il y a forcément 2 degrés de lecture, puisque l'enfant va pas avoir va pas comprendre les mêmes choses que le parent qui est à côté. Est-ce qu'on interroge tout ça? C'est cette multitude de dimensions qui fait que ça peut s'adresser à un très grand nombre en fait. On redonne peut-être quand même, Imen, l'histoire de Characonte Blanche-Neige, parce que là on a parlé finalement de la méthode, un petit peu de la structure que vous avez voulu y donner, mais l'histoire de Blanche-Neige, tout le monde, je pense, l'a appréhendée plus ou moins. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui naît d'une rêverie de sa maman, qui projette comme ça une image très sophistiquée et belle d'un individu qui va naître ou qui peut naître. L'enfant naît et le rêve est réalisé. Il prend corps, il prend forme, et cet enfant existe, mais dans cette rêverie, il y avait un désir de beauté esthétique de la part de cette maman qui va être le socle d'une violence entre la fille et la mère, qui est tantôt la mère ou la belle-mère, ça dépend des versions, mais en réalité c'est davantage l'idée de se dire que c'est dans la sphère familiale qu'on peut trouver comme ça des rapports violents, insidieux, pas dits, peut-être même parfois un peu honteux, et elle va essayer donc de se débarrasser de cet enfant de mille et une manières. D'accord. Voilà. Donc à découvrir le 12 décembre à 17h et 20h à la chapelle de l'Oratoire, donc pour la Nichaine Compagnie. On reviendra avec vous très rapidement, Imen, parce que vous avez parlé des bonnes que vous jouez, et il y a aussi d'autres projets pour la Nichaine Compagnie, je crois des textes mis en musique. Il y a des lectures musicales, il y a du théâtre, et il y a des représentations à penser dans les musées qui ont déjà commencé là cette année. Alors, le Characonte Blanche-Neige, ça c'est, on va dire, l'actualité immédiate, puisque c'est le week-end prochain, mais ce sera à partir de février, me semble-t-il, pour les bonnes que pour vous reprenez. Bonnes, oui, voilà. Tout à fait. On en reparle tout à l'heure. En 2 mots, on va revenir au théâtre avec vous tout à l'heure, Philippe et Chantal, sur les uns ou les autres pour le Manche-Disque. Juste avant, on va faire un pas de côté du côté des jeux vidéo avec vous, Sylvain Armange. Vous êtes co-organisateur du Loudoum d'Arrée au Silo du 11 au 14 décembre. Loudoum d'Arrée, compétition, concours de développement de jeux vidéo en temps limité, 72 heures. C'est ça, ouais. C'est la première fois que c'est organisé au Mans, me semble-t-il, alors que ça fait plus d'une dizaine d'années que ça existe. Oui, en fait, le Loudoum d'Arrée, nous on n'organise pas le Loudoum d'Arrée, c'est une compétition qui existe en elle-même et de façon
international depuis effectivement 13 ans, je crois, presque 13 ans. Ouais. Nous, ce qu'on organise, c'est le fait que ce soit au silo et en public en fait. Oui, donc on va pouvoir venir découvrir comment on développe un jeu vidéo, parce que c'est le but. En fait, vous êtes une équipe. Combien de personnes composent les équipes qui vont participer au Ludum Dare? Alors ça va dépendre. Là, on a fait un appel à participation, donc il y aura en fait 2 équipes a priori. Le noyau d'une équipe, on va dire, dans ce genre d'événement, c'est toujours un développeur pour coder le jeu en lui-même, le moteur, ce qui fait tourner la machine, un graphiste pour l'habiller visuellement et un musicien pour l'habiller auditivement. Quoi. Il faut quand même comprendre que le Ludum Dare, il y a des développeurs, alors qui sont peut-être pas connus du grand public, mais en tout cas des spécialistes qui sont passés par le Ludum Dare, et des jeux même vidéo qu'on connaît bien qui sont passés par ce type de compétition. Ouais, exactement. Ouais. Il y a des développeurs plus ou moins célèbres, entre guillemets, effectivement, qui participent. Je pense que pour tout un chacun qui est dans le milieu, c'est une espèce de parenthèse, un moyen de changer du quotidien, des projets à long terme sur lesquels on travaille pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, et de faire un break juste d'un week-end, d'avoir un produit fini en 48 ou 72 heures. Et c'est possible justement d'avoir un jeu vidéo codé avec un début et une fin en 72 heures? Ça va dépendre après du niveau des équipes et des participants. Ça peut rester un prototype pas vraiment terminé, ou ça peut donner quelque chose qui se tient, quoi. Évidemment, ça va pas être un jeu complet avec des centaines de niveaux, etc. Mais il y a des résultats vraiment très très impressionnants à chaque fois. Vous êtes développeur, Silver, ça veut dire que, entre guillemets, est-ce que c'est vous qui avez la tâche la plus importante finalement dans l'équipe? En tout cas, c'est vous qui allez coder, donc mettre en forme le jeu? Disons qu'un développeur tout seul peut faire un jeu, un graphiste tout seul ou un musicien tout seul ne peut pas. Donc c'est pas forcément la tâche la plus difficile, mais effectivement c'est là qu'il va y avoir le plus d'enjeux, on va dire, dans le temps limité. Beaucoup de café au silo, donc du 11 au 14 décembre. Est-ce qu'il y a un thème ou est-ce que c'est libre? Il y a un thème qui est annoncé au moment du top départ. La communauté décide du thème, en fait. C'est un vote qui est organisé parmi une série de thèmes proposés par la communauté. Quand j'ai la communauté, c'est international, c'est des milliers et des milliers de personnes. C'est-à-dire que de ce week-end-là, du 11 au 14, il y a des Ludum Dare partout dans le monde. D'accord. Ouais. Vous n'avez pas eu la possibilité de choisir une date particulière? C'était celle-ci? C'est tous les 4 mois. Donc il y a un site internet et les thèmes sont donnés. Et à 3h du matin, pourquoi 3h du matin? Pour correspondre justement au... C'est ça correspond au décalage horaire, au début de soirée pour les Américains en fait. Là où il y a la majeure partie encore eux qui décident de l'heure. C'est pas vrai. Donc oui, que fait François Hollande? Ça fait 3h du mat pour nous. Ouais. D'accord. Et une fois que vous avez ce thème, est-ce qu'il y a une méthode? Est-ce que le graphiste commence à dessiner, on va dire, le décor du jeu, et vous allez imaginer les différents niveaux? Alors, il y a une phase de réflexion au tout début. On a le thème qui est annoncé, on réfléchit ensemble. Est-ce que ça nous inspire? Qu'est-ce qu'on pourrait inventer comme jeu autour de ce thème-là? Essayer d'être originaux. En général, la première idée qu'on a, forcément, il y a des centaines d'autres personnes qui vont l'avoir, donc on essaie de pousser un peu plus loin. Et après, alors en général, on fait une petite pause dodo, parce qu'il est 4h, 5h, 6h du matin, donc on se dit, on prend un peu de recul, on dort un peu, quelques heures. Et ensuite on attaque. Le but c'est d'avoir un prototype qui tourne, donc là c'est le travail du développeur, assez rapidement pour se rendre compte si la mécanique du jeu en lui-même, même sans habillage, est fun, s'il y a quelque chose qui tient la route. C'est sur ordinateur tout ça? C'est sur ordinateur, Ça arrive que certains participent avec des jeux papier, en ce qu'on appelle print and play, c'est-à-dire qu'ils fournissent un PDF à imprimer chez soi, à découper les cartes, les jetons, et puis... c'est assez rare. En général, ça reste du jeu vidéo, quoi. Ouais, mais du coup, le développeur, il fait quoi dans le... si c'est sur le papier? Il n'y a pas forcément de développeur dans ces cas-là. Oui, c'est ça. Après, il y a toujours la partie gameplay, c'est-à-dire inventer les règles, inventer le but du jeu, etc. et mettre en place tout ça de manière cohérente et solide, quoi. Donc le thème, on ne l'a pas évidemment aujourd'hui. On sait qu'il y a 2 équipes. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire Alors, aujourd'hui? vous pouvez encore nous contacter. On a une adresse mail qui est ludumsilo@gmail.com si vous voulez. Page Facebook aussi. Il y a une page Facebook aussi, sachant qu'on a déjà plus ou moins fixé les équipes avec les participants qui nous ont contactés jusque-là. Après, on n'est pas contre d'avoir des gens en plus qui se rajoutent, sachant que ce sera aussi ouvert au public pour des participations ponctuelles.
C'est-à-dire que si vous passez au silo pendant le week-end, que vous êtes musicien et qu'on vous dit il nous faudrait un petit riff de guitare pour le jeu, est-ce que tu pourras nous enregistrer ça? Si c'est le genre de choses qui vous intéressent, ce sera possible aussi. C'est le but un peu de mélanger les publics. Si tu peux ramener un bol de café en plus, voilà, des choses comme ça toujours pour vous appréciable. supporter. J'imagine. C'est une compétition, un concours, mais j'ai pas l'impression qu'il n'y a pas de gain finalement. Non. Après, il y a un classement qui est en fait tous les participants vont jouer et noter les jeux des autres. Ouais. Mais pendant 3 jours, c'est ça? Pendant un mois après la compétition. Et 3 jours, c'est le développement. Il y a beaucoup de jeux. La dernière fois, il y avait plus de 3000 jeux. Donc il faut les noter. On va pas tous les tester, mais on va essayer d'en tester un maximum. Et non, à la fin, c'est juste un classement. D'accord. C'est dans un esprit plus de partage, de communauté. On partage aussi notre code source, comment on a fait le jeu. C'est une espèce d'entraide en fait également. Le Doom Dare, ça veut dire donner un jeu en latin, donc c'est donner aussi ses techniques un petit peu si jamais on. Justement, en parlant de technique, il y a un langage particulier, par exemple, vous savez sur quel langage vous allez développer ou pas? C'est confidentiel? Alors a priori, non, c'est pas confidentiel. A priori, on va partir sur Unity, qui est un moteur de création de jeux vidéo. D'accord. Donc voilà, pour la technique, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est ouvert à toutes les techniques. Il faut du temps de travail pour maîtriser un minimum ce type de logiciel? Oui, parce après, que si je dis aux gens de venir et qu'ils ne touchent pas une bille en informatique, ça va être compliqué. Les gens qui vont venir de façon ponctuelle vont pas aider sur le développement, c'est sûr. Ça va plutôt être de la création de contenu, peut-être dessiner un bonhomme pour le jeu ou enregistrer, comme je disais, un morceau de guitare. Le développement, ça reste quelque chose où il faut un minimum d'expérience. Après, il y a beaucoup de débutants qui font le Doom Dare justement pour s'entraîner et puis voilà, avoir un résultat. Ça prend un week-end et on a quelque chose à la fin, même si c'est juste de l'expérience, c'est déjà ça. Du 11 au 14 décembre, donc au silo. Alors, le thème est donné à 3h du matin. On peut venir avant, il y a des animations avant. Il y a une soirée d'ouverture le vendredi soir à partir de 21h avec plein d'animations, des petits stands de démos, d'expérimentation autour du jeu et de la musique, et aussi des démos musicales en live. Donc il y aura plein de choses à voir, plein de choses à faire, à tester. Venez le vendredi soir. Du 11 au 14 décembre, donc si vous souhaitez plus d'informations, vous tapez notamment Doom Dare Le Mans dans un bon moteur de recherche et vous tomberez sur la page Facebook des organisateurs pour connaître l'organisation et en tout cas les différents moments où vous pouvez venir encourager les deux équipes parce qu'il va falloir beaucoup d'encouragement pour ne pas dormir beaucoup et développer ces jeux vidéo. Je crois que la rédaction d'LMTV a prévu de venir, donc on aura l'occasion d'en reparler évidemment sur notre antenne. Chantal et Philippe, les uns ou les autres, 11 et 12 décembre prochains dans la salle du Grand Atelier à Ève, la salle de spectacle de l'Université du Maine, vous proposez le Manche-Disque, un texte de Frédéric Dubost. Les uns ou les autres, une troupe de comédiens amateurs? Oui, une troupe de comédiens amateurs qui existe maintenant depuis environ 2 ans. On en est à la 3e ou 4e pièce. Et on joue donc, comme son nom l'indique, chez les uns ou les autres. Voilà. D'accord. C'est pour les répétitions oui, aussi, pareil. Oui. Bon, là, vous serez à Ève. On sera à Ève, oui, on sera très bien placé au paradis. C'est vous qui signez la mise en scène, Philippe? Tout à fait. À chaque fois? À chaque fois. D'accord. Vous êtes comédien aussi? Oui. Très bien. Vous arrivez à tout faire? C'est parfait. Oui, si quelqu'un m'entend, on va peut-être pas être d'accord, mais oui, c'est vrai que ça, évidemment, c'est de l'engagement. Cette pièce de théâtre Le Manche-Disque, Frédéric Dubost, ce sont des auteurs en fait dans lesquels vous piochez certains textes qui vous intéressent par rapport au thème que vous souhaitez traiter dans l'année? Oui, tout à fait. Il faut aller chercher sur des sites qui s'appellent la Théâtrothèque ou le Proscenium. Et puis il y a des auteurs qui commencent à être connus. Frédéric Dubost a déjà écrit une vingtaine de pièces. Il est joué un peu dans toute la France. Et puis on cherche des comédies, puisqu'il faut un peu rire. Quand on regarde les informations, c'est pas toujours... Ah bah surtout en ce moment, oui. Voilà. Donc ça, une comédie, pas du vaudeville. Pas du boulevard. Pas du boulevard. une vraie comédie, quoi. Chantal, vous faites du théâtre depuis combien de temps?
Eh bien, ça fait une dizaine d'années que je fais du théâtre, mais avec la compagnie, ça fait 2 ans. C'est la 2e année. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du théâtre? C'est se remettre en cause quelque part, parce que c'est prouver qu'on peut faire quelque chose, et je trouve que c'est quand même intéressant de pouvoir le faire. C'est pas trop difficile, Philippe, d'être metteur en scène de ces personnes qui viennent faire du théâtre, certes avec beaucoup d'enthousiasme, puisque c'est une participation volontaire, mais le côté amateur parfois peut être un peu compliqué quand on a des exigences, parce que c'est pas parce qu'on est amateur qu'on n'est pas exigeant. Si, non, pardon. Non, c'est facile, c'est très agréable. Non, oui, il y a personne dans la compagnie d'ailleurs. Là, on est 7 en ce moment, mais c'est très variable, ça dépend des pièces. Mais non, c'est très intéressant parce qu'il y a des débutants. Cette année, il y a 2 débutantes. Il y en a d'autres qui ont un peu plus d'expérience. Donc c'est pour ça que c'est Chantal qui est venue ce soir. Voilà, tout à fait. Puis en plus, c'est elle qui a le plus de textes cette fois-ci. Donc, elle est bien servie. Là, elle se repose un peu. Parce que vous jouez la femme du... D'accord, on va le dire. Je suis l'épouse. L'épouse, oui. Puisqu'on va parler de cette pièce du Manche-Disque et de l'histoire. L'histoire d'un homme qui a disparu depuis une dizaine d'années. Accident d'avion, je crois. Oui. Ouais. On le croit mort. Il est mort. Enfin, tout le monde le croit mort, en tout cas, en Amazonie, je crois. C'est ça. Et puis il revient. Oui, finalement. Quelqu'un l'a retrouvé en Amazonie, là-bas, et puis on le ramène dans sa maison. Les oranges. Oui, alors évidemment, il se retrouve face à face avec son épouse. Oui. Sauf qu'il a un petit problème, cet homme-là, c'est qu'a priori, il se rappelle plus de rien. Voilà. Il est devenu amnésique. Et donc il ne reconnaît pas sa femme le reconnaît, elle n'est pas très enchantée d'ailleurs de le revoir. Parce qu'il avait gagné au loto entre-temps. Non, mais c'est que la femme, elle l'a remplacé. La femme l'a remplacé quand même, quelque part 10 ans, c'est quand même important. Oui, c'est vrai. Et donc elle ne le reconnaît pas parce qu'il a beaucoup changé lui physiquement. Non, elle le reconnaît, mais lui il est amnésique, donc il est complètement perdu chez lui. Et ça amène plein de situations très amusantes, donc de part de cette pathologie qui n'est pas toujours très drôle, mais il a des réactions amusantes, je dirais même très amusantes, et les conséquences sur sa maison, puisqu'il est encore chez lui, c'est assez important. Et il s'exprime en chanson. Oui. D'accord. Il n'y a que ça qu'il se rappelle en fin de compte. Oui. D'accord, donc il se rappelle de répertoire. Oui, voilà. Oui. De chansons françaises Des vieilles chansons françaises. Chansons françaises, d'accord. C'est dû à La Barrière, par exemple. Mais vous, Chantal, vous allez tenter de le séduire à nouveau? Ah non, que non. Ne raconte pas tout. Ne raconte pas tout. Certainement pas. Au contraire, je voudrais bien qu'il s'élimine un petit peu. D'accord. Mais je ne savais pas. Et les autres comédiens, alors il y a d'autres rôles qui sont-ils les amis de l'épouse? J'imagine peut-être le nouvel ami. Oui, tout à fait. Il y a la servante aussi. Oui. D'accord. Ah oui, donc c'est... il y a la servante, la fille de la servante. C'est une maison bourgeoise, donc il y a du personnel. Oui. Et puis il y a 2 amis, je ne vous dirai pas de qui. Haute en couleur, hein. Haute en couleur, oui. D'accord. Donc à découvrir le Manche-Disque par la compagnie Les Uns ou les Autres, ce sera le 11 et le 12 décembre à Ève, donc au Mans, à l'Université du Maine. Très rapidement, Philippe, c'est pas compliqué, vous manquez pas de... Enfin, c'est pas schizophrène parfois de faire et comédien et metteur en scène, on arrive à prendre un peu de recul? Oui, c'est très compliqué, mais oui, on prend du recul et puis il faut faire avec. C'est passionnant. Imen, juste, j'avais dit qu'on revenait sur vous et la Nichaine Compagnie. On a parlé de Chat raconte Blanche-Neige, donc je rappelle la date, le 12 décembre à la chapelle de l'Oratoire. Samedi prochain. Mais pour la Nichaine Compagnie, on a dit Les Bonnes de Giono que vous reprenez au mois de février. De Jean Genet au mois de février, c'est pas grave. C'est pour vous dire la culture qu'on a, nous, c'est pas grave du tout. Ça me fait arriver. Et donc oui, mis en scène par Jean-François Cochet, qui je crois que vous avez reçu il n'y a pas très longtemps pour parler d'Andromaque. Donc Jean-François a mis en scène cette pièce avec Samantha Merly, Hélène Pézan et moi. Vous avez déjà joué, hein, elle a déjà tourné. Oui, ça fait 3 ans qu'on tourne et là c'est la dernière. Voilà. Ah, c'est la dernière. C'est la dernière, c'est la dernière saison, il faut y aller. Là, il y a 2 tout publics en réalité, parce que nous on a pris le pari d'évoquer certaines thématiques fortes dans les lycées. Ça nous semblait important. Je pense que c'est un endroit de réflexion qui peut vraiment amener à une société plus haute en couleur, comme vous dites, mais où voilà, on reprend la réflexion là où elle est en cours, là où l'adulte devient, là où la personne se forme, là où elle devient une, quoi. Donc on va là-bas avec ce spectacle, et en fait, à chaque occasion, on trouve le moyen quand même de faire des tout publics pour que d'autres les découvrent. Donc là, ce sera au Théâtre du Passeur, chez Jackie Boiron. Voilà. Oui. Qu'on connaît bien, c'est voilà. Pantouflin ici.
Voilà. régulièrement. Oui, j'étais obligé de les enlever. Ce que je vous propose, Imen, c'est que vous reviendrez avec Hélène et Exactement. Samantha pour nous parler Avec des bombes plaisir. de Jean Genet, puisque voilà, c'est pas Junot. Hein. Non, toujours pas. Voilà, donc Char raconte Blanche-Neige le 12 décembre à la chapelle de l'Oratoire, 2 représentations, 17h et 20h. La chapelle de l'Oratoire, c'est au lycée Montesquieu. Oui, Voilà, il faut très belle salle, il faut le venir, ne préciser. serait-ce que pour la salle. C'est vrai que c'est Ouais. très joli. 11 et 12 décembre, également, la compagnie Les Uns ou les Autres pour le manche-disque, c'est à Ève, à l'Université du Maine. Et du 11 au 14 décembre, venez encourager les équipes du Loudoum d'Arrêt au Silo pour cette compétition et ce concours de développement de jeux vidéo. Merci à toutes et à tous d'être venus sur ce plateau. Nous allons recevoir d'ici quelques instants Margot Charon et Emmanuel Chevreul. À tout de suite.